partie des mythes d'ailleurs que tu démontes un petit peu, le fait que les jeunes se fassent beaucoup d'argent avec la drogue. Tu dis, par exemple, en tout cas que les choufs, les guetteurs, ils sont dans un système où très vite, en fait, ils sont endettés par ceux qui sont au-dessus. Et il y a une sorte d'exploitation de la misère comme ça, et en fait, ils ne font pas plein d'argent, quoi. Bah, il y a quoi? Allez, à vue de nez, hein, ça, c'est statistiquement ce que je dis, ça vaut pas science. Mais il y a environ 2000 guetteurs sur Marseille qui tournent. 2000 guetteurs, si on en croit les chiffres souvent publiés par le Figaro ou la Provence, qui se fient à des carnets qui ont été confisqués à des dealers, ils annoncent du 3000 à 6000 euros par mois pour ces jeunes. 2000 guetteurs à 6000 euros par mois, on devrait avoir une économie dans les quartiers nord qui est flamboyante. On devrait avoir des magasins de partout, parce qu'en plus ils n'ont pas la capacité de blanchir, c'est-à-dire que c'est très difficile de blanchir de telles sommes, donc il faut dépenser. Donc on devrait avoir quelque chose d'énorme. Or on ne voit pas ça. On voit des types qui ont des cicatrices un peu partout, qui ont les dents pourries dès le plus jeune âge, qui ne vont pas du tout se les faire refaire alors qu'ils sont à un âge où on essaye un petit peu d'être beau gosse, surtout dans les cités, c'est quelque chose qui compte vachement. Certes, ils ont des fringues qui, dans un premier temps, font illusion. Ils ont du survêt super cher. Enfin voilà, sur les canons de consommation des cités, c'est-à-dire un peu bling-bling, gangsta rap. Sauf que c'est pas vrai pour beaucoup. C'est surtout quand ils viennent en ville pour se montrer. Parce que quand ils sont là-bas, ils sont en claquettes, mauvais t-shirt et mauvais short, quoi. Donc, déjà, il y a le premier constat. Si vraiment il y avait autant de pognon, ça se verrait. Ensuite, il n'y a pas un seul patron, que ce soit dans le légal ou l'illégal, qui paye énormément ses employés pour en faire des concurrents. Il n'y a pas un patron qui est assez con pour ça, et encore moins dans les stupes. C'est-à-dire que si tu commences à trop payer des employés, ils vont s'unir et ils vont créer un truc à côté et ils vont être un concurrent. Tu ne peux pas le faire. Donc, par contre, il faut faire rêver, faire recruter dans les stupes, vu qu'il y a du risque, vu que c'est un métier dur, très compliqué, que c'est du stress quasi permanent, tu as peur de la police, tu as peur de la concurrence, tu as peur de tes propres collègues parce qu'ils se retournent contre toi, etc. C'est un métier où il y a tellement de stress qu'il faut absolument, dans un premier temps, avoir un appât. Donc l'appât, c'est le pognon. Donc les jeunes, quand ils rentrent dans ces réseaux, souvent c'est pour le pognon assez bien payé pendant 3 mois à aller à 1 an pour les réseaux les plus ouverts, on va dire, mais c'est plutôt 3 mois. Et ensuite, il y a des mécanismes assez simples pour endetter ces jeunes. Et quand ils sont endettés, ils disent gratuit. C'est-à-dire que non seulement ils ne sont plus payés, mais ils disent gratuit. Et s'ils ne disent pas gratuit, ils sont défoncés la gueule. D'où les petites cicatrices un peu partout. Ils sont brûlés à la cigarette, on fait repasser pour ceux qui ont fait le plus les cons. Et, ou alors une balle dans le pied, dans la jambe, ça peut arriver. Bon, là, on est dans le coup de couteau, mais ça, c'est vraiment quelque chose. C'est la fin de la diplomatie. Ouais. Le début, c'est des brûlures de cigarettes et des coups dans la gueule. Donc, comment on les endette? Bien, tout simplement. Ils fument aussi. Ils fument beaucoup aussi. Voilà. D'abord, c'est le stress. Là, en fait, le mécanisme, il est lié. Les deux mécanismes sont liés. C'est-à-dire l'endettement et la fumette, c'est lié. Ouais. Donc, les jeunes qui sont sur un guetteur sur un réseau de stupes, ils ont plusieurs stress. Ils ont la police qui passe sans arrêt, qui passe pas. La question n'est pas de savoir s'ils passent pas. Ils passent tout le temps, plusieurs fois par jour. Ils ont raison de le faire. Je ne suis pas en train de critiquer, mais en tout cas, ils passent tout le temps. Et donc, quand on passe plusieurs fois par jour, on finit par réussir à passer un moment avant que les dealers aient gueulé à ras, parce que les flics ne sont pas complètement débiles, ils ont trouvé la ruse. Et donc, à ce moment-là, même s'il n'y a pas eu d'interpellation, même s'il n'y a pas eu de problème, le dealer ou le chef de plan peut considérer que ça a fait fuir la clientèle. Donc ça fait fuir la clientèle, manque à gagner. Donc s'il y a manque à gagner, vous payez tous. Et donc, à ce moment-là, paf, on enlève tout. Retenu sur salaire. Retenu. Et s'il y en a un qui a fauté, les autres commencent à le repérer et dire c'est lui. Et en fait, comme tout le monde s'est planté, ils se regardent les uns les autres. Ouais. Ils regardent la faute de l'autre. Donc il y a ce stress-là, le stress de la police, le stress des copains, qui sont de moins en moins des copains, à mesure que ça évolue. Ensuite, il y a le stress des microbes. Les microbes sont des jeunes qui sont mis par le réseau concurrent, des gamins de 10-11 ans un peu crétins, qu'on met dans une cité pour détourner la clientèle, pour faire foirer les ventes. Ouais. Et donc les guetteurs ont pour fonction de casser la gueule aux microbes. Donc il y a ça. Et puis après, il y a la peur du règlement de compte, même si ce n'est pas si grand que ça. Ça peut arriver, en tout cas le stress est là. C'est arrivé d'ailleurs qu'il y en a qui tirent un petit peu dans le tas. Voilà, il y a cette crainte quand même du réglo. Donc tu as peur de la concurrence, des microbes, donc il y a une tension telle que c'est pas du tout un métier tranquille. Alors, je sais qu'on aime bien les voir vautrer sur un fauteuil en train de se faire un barbecue, ça arrive. Mais grosso modo, ils sont plutôt en tension. Et l'hiver, il fait extrêmement froid. Je ne veux pas les plaindre quand je dis ça. Ce que j'explique juste,
c'est qu'ils fument entre 30 et 60 euros de shit par jour. Ouais. Shit qui est d'une très mauvaise qualité parce que pour faire des marges, ils le coupent avec énormément de produits différents. Et ça t'en parle aussi, je raconte une scène hallucinante, c'est dans la fabrique du monstre où les gars ils coupent avec de l'huile de vidange. Parce qu'en fait le shit est tellement coupé ouais. dans d'autres cités précédemment, parce que c'est de cité en cité qu'on se rachète, il y a des grossistes, semi-grossistes, etc. Que les cités les plus reculées, qui ont les clients les plus low cost, finissent par avoir un shit très sec, dégueulasse, et en le coupant à l'huile de vidange, ça donne un aspect gras un peu, qui peut laisser penser que c'est une olive. Enfin, c'est les shit un peu de qualité, la bombe, l'olive, le pollen, enfin ils ont plein de termes en fonction des cités et des époques. Mais c'est un shit vraiment dégueulasse qui sent pas très bon. De toute façon, normalement, quand on a un peu de flair, on sent que c'est pas bon. Et il y a pratiquement plus de produits, plus de cannabis, plus de THC dedans, il n'y en a presque plus. C'est que de la merde en fait, là, on peut le dire. Et ça, c'est dans les cités les plus dégueulasses. Et ce sont les clients les plus low cost là, c'est-à-dire les mecs du coin qui n'ont pas un sou, qui achètent pour 5 euros une grosse barrette, mais en fait ils fument du goudron, du henné, des antifongiques, parfois du médicament. Donc, et ça, alors déjà ce qui est drôle ou pas drôle du tout d'ailleurs, c'est que tu racontes qu'ils le fument eux-mêmes après l'avoir coupé. Après avoir coupé. Ils sont dans une sorte de suicide social en fait. Ils ne s'en rendent même pas compte parce qu'ils sont suicidaires. C'est une forme de suicide. C'est un côté no futur qui est surprenant. Alors ça c'est pour les pires des pires. Ouais, c'est ça, mais tu dis même qu'au bout d'un moment, il y a tellement plus de shit dans le shit qu'ils doivent le couper avec des anxiolytiques pour qu'ils défoncent. Qui volent souvent dans des officines pour animaux dans les Alpes. Parce que les Alpes sont vraiment une base arrière des réseaux de stupes. Tout simplement parce que dans les Alpes, dès qu'ils font une connerie, ils vont dans un foyer dans les Alpes. L'été, le centre social, quand ils sont minots, ils sont allés dans les Alpes, donc ils ont noué des liens là-bas. Et dans les Alpes, ceux qui se mettent un peu au vert parce qu'ici c'est chaud pour eux, il y en a qui vont dans les Alpes. Souvent on va plus loin, Lyon, Paris, mais il y en a qui s'arrêtent dans les Alpes. Donc les Alpes, il y a une base arrière vraiment des réseaux de stupéfiants, où tu peux faire du stockage aussi, puisque c'est en zone gendarmerie, et ils ont beau dire officiellement que les gendarmes et les policiers discutent ensemble, dans la réalité c'est tout autre. Et les gens des cités qui sont dans les stupes le savent. Et donc, les recoupements ne sont pas toujours faits. Le fait d'être en zone gendarmerie a un intérêt aussi. Il y a énormément de planques et de trucs comme ça qui sont en zone gendarmerie. Ça ne veut pas dire que les gendarmeries ne sont pas bons, ça veut dire qu'ils ne communiquent pas avec les flics. Donc, il n'y a pas avec la police. Donc, il n'y a pas de... Les gens qui sont dans les réseaux, ils comprennent très vite les problèmes, les failles, les cils. Ils se mettent toujours dedans. De toute façon, c'est du darwinisme, c'est-à-dire ceux qui se mettent dedans, ils gagnent, et ceux qui ne le voient pas, ils sont chopés. Donc petit à petit, vont être sélectionnés ceux qui ont compris comment ça marche. Quoi. Et puis comme ils parlent que de ça, c'est une forme d'obsession. Les mecs des réseaux, ils parlent que de ça. Et donc les infos passent très très vite. T'es remonté jusqu'où dans la hiérarchie du trafic de stupes en termes de patron quoi. Ouais, ce qui est particulier, c'est qu'il est très facile de passer tout en haut, de voir les très gros. Tu passes par des avocats et tu vois des très très gros assez facilement en étant reçu avec l'avocat quelque part. C'était vraiment facile. Et c'est assez facile de passer par en dessous, les petits guetteurs, le chef de plan. Là où ça devient dur, c'est justement les intermédiaires, ceux qui sont vraiment sur le terrain, celui qui va être le chef d'une cité, tout ça, ça c'est dur. Et ceux-là, tu peux les avoir que très peu de temps, 1 à 2 minutes, ou alors un message, tout ça. Ceux-là sont assez compliqués, donc j'ai pu avoir quelques bonhommes comme ça, mais ils sont finalement moins présents que les très gros ou les plus petits. Ceux qui sont au milieu, dans les profondeurs du gâteau, ceux-là, ils sont vraiment durs à toucher parce qu'il ne faut pas qu'ils existent, quoi. Ils ont une nécessité d'anonymat absolu, ils sont paranoïaques, ils ne savent pas si je suis flic, si je donne aux flics, ce n'est pas du tout le cas, mais ils peuvent le penser, c'est logique. Donc ceux-là, ils sont extrêmement durs à toucher, et on les voit apparaître dans certains procès. Donc il y a un intérêt aussi pour ces procès, puisqu'il y a des choses qui apparaissent. Ce qui est difficile, c'est d'avoir leur vie, leur vraie vie. Et là, souvent, il vaut mieux passer par la famille qui vont le raconter. Mais toucher ces gens-là, ça ne dure jamais très longtemps. De l'ordre de Vraiment, c'est 1, 2, 3 minutes, mais pas plus. Donc il faut faire très vite, on ne pose pratiquement pas de questions, on prend ce qu'ils donnent. Là c'est trop court, trop risqué, c'est-à-dire il n'y a pas à faire le mariole, là il n'y a pas de questions, il n'y a pas de... Tu vois ce qui se passe et c'est tout. Ces mecs-là, ils jouent gros, il en va de leur vie, pas uniquement de leur prison. Donc là, moi j'ai jamais fait énormément d'efforts pour les toucher non plus, c'est-à-dire que c'est une partie un peu sombre, un manque, que la justice
comble quand même en termes d'information. C'est-à-dire que c'est les moments où c'est le procès qui va te donner un peu d'infos là-dessus. Donc j'hésite pas à utiliser des morceaux de procès, même si je suis pas de ces journalistes qui travaillent sur dossier. Et heureusement qu'il y en a. Parmi les voyous les plus gros, on va dire, t'en as jamais croisé un qui aurait un petit peu des remords de mettre des minots dans le trafic? Tous. C'est-à-dire que tous savent que c'est comme la guerre. C'est-à-dire qu'ils sont dans la guerre, dans une guerre dans leur tête. C'est pas vrai en soi, parce que la guerre c'est plus dur encore. Mais il y a des soldats, et les soldats ils y laissent leur peau, ou ils y laissent leur santé. Même s'ils ont 12-13 ans, quoi. Ils n'ont pas 12-13 ans, plutôt 14-15, et de toute façon dans le banditisme, dans la délinquance, depuis que l'humanité existe et qu'il y a des délinquants, donc il y a des lois, c'est-à-dire il y a des délinquants depuis qu'il y a des lois, c'est comme ça que ça marche. Et bien depuis, ça a toujours été les adolescents qui tombent dedans, c'est la crise d'adolescence, la plupart la font en contestant les parents, mais certains vont tomber du côté de la délinquance, pour moi c'est une forme de radicalisation la délinquance, c'est une radicalisation délinquante. Depuis toujours. Et c'est la radicalisation la plus forte de France et de loin. Quand on se radicalise ici, on se radicalise en radicalisation délinquante. C'est l'immense masse de la radicalisation. Mais nous, on s'intéresse à d'autres radicalisations, en ce moment au niveau médiatique. Et donc ceux qui participent à cette radicalisation, les gros voyous qui par leurs activités font qu'à un moment, il va y avoir des recrutements, donc des radicalisations, ils culpabilisent de ça tout en se disant c'est le jeu, quoi. C'est la guerre. Moi j'ai pris cette carrière, donc voilà. De toute façon on ne peut pas revenir en arrière. Hein. Quand on est parti dans une carrière, il n'y a pas d'arrêt possible. C'est jusqu'au bout qu'on ira, parce que on connaît trop de monde, on a trop de choses sur les mains, pas forcément tuer des gens, mais on a forcément des choses à se reprocher. Tout le monde tient tout le monde à un moment ou à un autre. Donc démarrer dans le banditisme, je ne parle pas des petits vols arrachés où on peut récupérer les mecs, ou les premiers guetteurs, s'ils s'arrêtent tout de suite ça va. Mais dès qu'on commence à avoir des fonctions, la seule solution, si on veut vraiment s'arrêter, c'est de s'en aller déjà. Qu'est-ce qui fait qu'un quartier bascule dans le trafic de stupes et pas un autre? Parce que toutes les cités ne sont pas... Et après, il y a des cités en plus, il y a des fluctuations, il y a des périodes de stupes, il y a plein de raisons à ça. Donc déjà, la première des choses, c'est la présence ou non de l'autorité publique. L'autorité publique, ce n'est pas la police en premier. L'autorité publique, c'est l'adulte. Donc ça veut dire qu'un quartier qui est bien avec un noyau commerce, enfin une vie de commerce, avec un associatif propre. Par exemple, je vais prendre le Clos La Rose. Là, il n'y a pas de problème d'association au Clos La Rose. Il y a juste un truc, il y a un métro qui arrive là et une université à côté. Donc les étudiants qui vont à l'université arrivent à ce métro-là, ils achètent leur gîte au Clos La Rose. Proximité géographique. Donc là, c'est tout simplement un lieu. La Castellane, il y a une autoroute, et donc qui permet de livrer et de faire partir le pognon très vite. Il y a, pareil pour les clients, une possibilité de venir. On fait un tour de rond-point, s'il y a des flics, on s'en va. S'il n'y a pas de flics, on y va, on est super bien reçus, on a même de quoi garer la bagnole, et on s'en va. C'est des cités qui sont faites pour. Bassins, c'est 900 entreprises autour d'une cité. Donc, ils ouvrent très tôt, ils ouvrent très tard, et les gens de l'entreprise, principalement du BTP, ils vont acheter leur shit, ils descendent même pas la voiture, comme au McDo, et ça tourne comme ça. Ça, c'est lié principalement au lieu. Quand tu es au Mico-Coulier, tu es mal placé, c'est des cités qui fait peur. En même temps, il y a des dealers qui sont là depuis longtemps, qui sont ancrés, donc il y a quand même un réseau de stupes, mais qui a du mal à vivre. Et comme par hasard, c'est par là-bas que ça flingue. Parce que justement, c'est pas assez efficace. On entend des chiffres, des fois farfelus, 35 000 € de chiffre d'affaires par jour. Si c'était vrai, tu verrais une clientèle en permanence. Or, au Mico-Coulier, c'est pas le cas. Il faudrait presque que la métropole fasse des aménagements, parce que si vraiment on était dans ces chiffres-là, il y aurait vraiment un flux énorme qu'on n'a pas, ça serait Ikea, quoi. Et c'est pas le cas. C'est pas du tout le cas, mais non seulement c'est pas le cas, mais on en est à des années-lumière. C'est-à-dire qu'on y va, on peut rester 1 à 2 heures, on va avoir 0 client. On se dit, bon, mais quand est-ce qu'ils font leur barrette, quoi? Parce qu'on est censé en vendre une toutes les 2 minutes à peu près. Donc, ce sont des chiffres farfelus, et surtout, on prend pas les grossistes aussi. Souvent, ce sont des chiffres qui sont lancés par des mecs de là-bas qui ont envie de dire un truc. C'est souvent comme ça que ça marche, invérifiable, totalement invérifiable. Après, il y a des cités qui font des gros chiffres d'affaires, c'est vrai, mais c'est pas pérenne dans le temps. C'est pas un business avec des certitudes, quoi. C'est pas un centre commercial où on sait que telle période, à Noël, ça va aller. Mais après, pour le shit, c'est pareil, ils ont des périodes fastes.
Noël, c'est des Noël, moments ouais. plus gavés. Noël, les jours de l'an. Pourquoi il y a des gens qui offrent Non, mais parce qu'il y a des soirées. Ouais. Pour ton nouvel an, pour ton réveillon, Ouais. tout ça. Et alors c'est énorme, là ils font des chiffres d'affaires, ils font une journée, ce qu'ils font en 2-3 semaines de temps en temps. C'est clair. C'est pour ça que ça fait un an dans cette période. Et après, il y a des. En plus, c'est une période où il y a beaucoup de braquage aussi, donc ils sont tout fous les mecs. Ils sont à la fois sur le braco et en même temps ils réinvestissent tout de suite dans le shit. C'est une période totalement trouble. Ils braquent beaucoup de choses. Pour certains, toujours pareil, hein, je parle d'une minorité. Et comme ils sont dans le braquage, il faut blanchir. Pour blanchir, on ne sait pas, on met dans les stupes. Quand on met dans les stupes, après, tu reviens de l'argent, il faut blanchir. On a un kebab, mais ça ne suffit pas. Kebab, ça ne blanchit pas grand-chose. Alors, il y a plein de méthodes, je ne vais pas toutes les raconter, il y en a plein, ça donnerait des idées. Et de toute façon, c'est le problème. La faiblesse, c'est là. La faiblesse, c'est sur le blanchiment d'argent. C'est là qu'il n'y a que le banditisme un peu haut de gamme qui peut le faire. Ouais. Et banditisme haut de gamme vend et blanchit l'argent des cités. C'est totalement connecté. C'est le grand banditisme, j'aime pas ce terme-là. C'est le banditisme le plus intégré dans la société. C'est le banditisme qui a les ramifications les plus fortes, aussi. Qui est le plus ancien, tout simplement. Donc on a les corsos marseillais, on a les Italiens, mais qui sont même plus italiens aujourd'hui. On a un banditisme d'Arméniens, on a un banditisme de pieds noirs. Tout ça, c'est assez méconnu, parce qu'on est sur nos Corses, parce qu'on aime bien, mais il y a aussi tous ces gens-là qui sont intégrés, et on commence à avoir un banditisme de maghrébins qui est dans l'immobilier, parce qu'ils sont là depuis suffisamment longtemps pour avoir des ramifications là-dedans. Et là, il y a des possibilités de blanchiment. Là, on commence à être dans du sérieux, et ce sont tous ces gens-là qui vendent et qui blanchissent. Et sinon, les autres, c'est que du terrain, c'est que de la main-d'œuvre. Hein. Ouais. C'est le petit prolétariat de la délinquance, quoi. Tu racontes une technique de blanchiment que je ne vais pas détailler, mais que je donne, qui est assez marrante, c'est le coup du PMU, j'aurais pas pensé. Ouais, mais ça, il y a un truc qu'ont constaté les flics depuis longtemps, c'est que les voyous, ils sont hyper chanceux au jeu. Oh. Ouais. Ils gagnent tous au jeu. Comment tu as eu ça, ODD, comment tu as eu ça? J'ai gagné, ça comment? J'ai gagné, putain, tu gagnes souvent, j'ai de la chance. Pourtant, tu n'as pas de la chance, on t'a encore chopé, on te chope à chaque fois, mais au jeu, j'ai de la chance. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils achètent des tickets gagnants. Ouais, c'est ça. Et donc, ça permet de justifier une rentrée d'argent. Comment j'ai eu ces 20 000 euros? J'ai gagné aux courses. En fait, celui qui a gagné vraiment 20 000 euros aux courses, ça peut être toi, moi, hein. Ouais. On va le vendre 22 000 euros. Il y a quelqu'un qui va nous donner 2 000 euros de plus. Et il y a un intermédiaire. Et celui qui veut blanchir, il achète les 24 000 euros. Donc, il y a 4 000 euros de perdus. Dans le blanchiment d'argent, tu perds toujours de l'argent, de toute façon. Tu perds 4 000 euros. Mais les sous que tu as, ils sont propres. Ils sont justifiés. Tu as eu ça au jeu et ils gagnent tout. Donc il y a plein de bars, il y a plein d'endroits où tu achètes des jeux à gratter gagnants. Il y a des endroits où on te demande, tu rentres, tu dis file-moi un morpion s'il te plaît, gagnant ou à gratter. C'est-à-dire que c'est devenu tellement. Ça c'est vieux, hein. Dès qu'il y a eu les jeux, ils y ont pensé tout de suite. Sauf que maintenant ça se fait, ça se fait partout. Mais ça suffit pas encore. Oui, après, il faut passer au statut du casino. L'histoire de l'association aussi qui. Après, il y a avec les la L2 assos, et tout, il y a les raquettes de la L2. Il y a les raquettes, mais tout ça permet du blanchiment. Il y a des systèmes un peu fous, Il y a plein de systèmes. Les systèmes les plus puissants restent les systèmes financiers. Le banditisme qui, dans tout ça, se gave, le seul qui se gave, c'est le banditisme financier de col blanc qui vont nous faire des discours en fin d'année, à chaque début d'année, quand il y a des vœux, qui vont nous faire des beaux discours sur comment Marseille avance et compagnie, qui sont ceux qui, au final. Sans même savoir que ça vient des stupes, mais ce pognon-là, à un moment, ils vont blanchir à travers des trucs immobiliers, à travers des montages financiers avec des sociétés écrans, des trucs qui dépassent totalement le petit bonhomme des quartiers nord. Et ça reste éternellement les mêmes bourgeois de la délinquance qui continuent à s'engraisser, c'est-à-dire que tout est reproduit. On a la bourgeoisie, on a les prolos, et on a le lumpen prolétariat, on a la totale. On peut avoir une vision marxiste de la délinquance sans problème. Si tout le monde va vers une dépénalisation, on ne peut pas être le seul pays de l'Occident qui ne va pas là-dessus, ce serait absurde. Mais donc, la dépénalisation est inéluctable, on y va. À quel terme? Court terme, moyen terme? Moi je pense que c'est moyen terme, je pense que dans les 5-10 ans, ça. Parce que c'est obligatoire, puis ça fera rentrer des sous. Est-ce que ça va régler tous les problèmes? Non, sûrement.